merci d'être présente. Alors, vous êtes haut commissaire à l'enfance depuis le 5 mars 2025. Entre 2020 et 2024, vous avez exercé plusieurs fonctions ministérielles. Secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du service national universel, secrétaire d'État chargé de la biodiversité et ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Et vous l'avez rappelé, entre 2022 et 2024, vous étiez député de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Voilà. Alors. Et oui, c'est un sacré parcours. Et avant ça, il se trouve que j'avais aussi une vie et que je dirigeais dans l'Ouest une structure coopérative et des engagements associatifs. Mais tout ça, dans le fond, il y a un fil rouge et il est partagé avec vous. C'est le choix de l'engagement. Alors, on s'est connus à Santexpo, et c'est vrai que lorsque vous déambuliez avec la délégation officielle, on a tout de suite, je dirais, eu un partage de convictions, un partage d'envie, et on s'est dit, ben voilà, ce serait bien de vous écouter, de vous inviter à notre congrès, parce que pouvez-vous nous dire quel est votre rôle et votre mission en tant que haut commissaire à l'enfance? C'est vrai que pour nous, c'est un petit peu éloigné, même si, je l'ai redit tout à l'heure, l'obstétrique, les enfants, les mamans, les bébés, ça fait partie de notre quotidien, de moins en moins malheureusement, mais de notre quotidien, et on tient vraiment à maintenir cette thématique au sein de notre congrès et de la profession. Merci beaucoup Lamine. Moi, pour le coup, j'ai la chance de participer à un certain nombre de moments importants, et quand on est à la fin de la matinée, l'objectif, c'est quand même d'aller droit au but et d'apporter quelque chose de précis et de clair. Le Haut Commissariat à l'enfance, il a été créé parce que nous vivons dans une instabilité politique aujourd'hui. Elle est réelle. La motion de censure n'est pas passée. Ça ne nous a pas échappé. Hein. Oui, mais sauf que ça a des conséquences. Est-ce que c'est fini, cette instabilité? Malheureusement, je ne crois pas. Ah. Malheureusement, c'est une exigence de tous les jours. C'est une exigence dont nous avons besoin aujourd'hui de trouver le chemin pour une raison toute simple. Moi, j'ai porté le PLF et une partie du PLFSS quand j'étais à la Commission des Finances. Plus que jamais, je crois, et dans cette maison en particulier, vous voyez à quel point le PLFSS est essentiel et structurant. Ce n'est pas une histoire brute de temps, je veux dire, de discussion fiscale ou de budget ou budgétaire. C'est profondément la mise en œuvre d'une vision d'une société et de ses transformations. Et donc ça a des conséquences. Et ce n'est pas un débat entre experts, c'est la manière dont on va guider toute l'année qui arrive et les transformations nécessaires. Et donc, quand on voit ça, on se dit, bon, comment on fait pour faire que la question de l'enfance, qui est une priorité pour le président de la République, finalement, trouve un certain nombre de réponses. Alors, on a imaginé une sorte d'innovation organisationnelle et nous avons créé ce Haut Commissariat à l'enfance. D'abord parce que c'est vrai, j'ai coché toutes mes cases d'ego. Et très tôt. Ça s'est fait, c'est passé. Mais surtout, il y avait une méthode nouvelle à inventer. Et cette méthode nouvelle, elle part peut-être d'un leitmotiv. Statut ne fait pas vertu. Et aujourd'hui, compte tenu de la nécessité d'apporter des réponses très immédiates à la question, pour le coup, de l'infertilité, de la natalité, de la protection des enfants face à des nouveaux défis et à des violences. Et je sais à quel point vos équipes, et en particulier, pour le coup, la Fondation est particulièrement mobilisée avec Jean Leonetti. Quand je sais cette mobilisation-là et cette urgence-là, non, nous ne pouvons pas nous permettre de changer d'interlocuteur tous les 3 matins. Et donc, quelle est on en parlait tout à l'heure, la difficulté de l'obstétrique privée, 18% des naissances, c'était 25% il y a quelques années, 40 départements n'ont plus de maternité privée. Comment expliquez-vous cette baisse de la natalité? Écoutez, si on peut partir sur 3 heures. Moi, j'ai une petite explication. Mais je veux bien la vôtre d'abord. Le président Hollande avait baissé, je crois, les aides aux familles. Est-ce qu'il n'y a pas eu de répercussion quelques années après? Elle ne sera pas exclusive. Pour une raison toute simple, hier j'en parlais, j'étais à la Fédération du jouet et de la puériculture et il se trouve que, j'ai déjà donné cet exemple hier, mais à Singapour, on offre quasiment un appartement quand tu fais un bébé. C'est pas pour autant qu'ils ont relancé leur natalité. Par contre, est-ce que la politique... Un appartement. Oui, je vous assure. Mais c'est là où ce n'est pas une histoire que de moyens financiers. Oui, il y a des conséquences. Le premier frein aujourd'hui à l'arrivée d'un enfant, c'est la question du logement. C'est la question de l'organisation de son temps. C'est pas l'envie qui manque. En France, l'envie, elle est là, elle n'est pas plus basse qu'avant. Mais de manière très factuelle, très objective, il suffit de regarder à quel point la métropolisation des emplois a créé de la tension. Quand les 2 parents dans le couple travaillent, eh bien oui, c'est plus difficile si on n'a pas pensé le temps familial en plus du temps personnel et professionnel. Si on ne trouve pas des solutions de garde, et c'est un de mes défis, et c'est pas pour autant qu'on l'a réussi, hein, on y met de l'énergie, mais la réalité c'est qu'il nous manque 300 000 places d'accueil et de garde. Quand il n'y a pas de périscolaire le matin et que votre dépose, elle est
obligatoirement entre 8h20 et 8h30 et qu'il n'y a pas de flexibilité sur ce temps scolaire, alors vous êtes face à un certain nombre de défis. Heureusement qu'on a encore un peu de folie pour continuer à faire des enfants et à continuer à faire des conquêtes, mais des conquêtes très objectives de solutions. Je pense au service public de la petite enfance. Je pense évidemment à ce qu'il y a dans le PLFSS, c'est pour ça j'espère qu'il ira jusqu'au bout, le fait de rallonger le congé maternité et le congé paternité. Quand on l'avait doublé, le congé paternité, 87% des parents, des deuxièmes parents, ça peut être une maman, ça peut être un papa, l'ont pris. Ça veut dire que l'attente, elle est là. Mais le retour au travail, on a des conséquences sur les rémunérations et le parcours professionnel. On a des grands-parents qui sont plus occupés que les parents eux-mêmes. Donc, bon, c'est chouette, hein, mais bon, ça challenge. Et puis, il y a de nouveaux défis. Les défis, c'est aussi la place des enfants dans nos sociétés. Ça touche pas que nous, ça touche tous les pays occidentaux. Et donc, quand on voit des mouvements No Kids se développer, quand on voit l'interdiction d'une cour d'école... C'est quoi le No Kids ? Franchement, c'est une hérésie. C'est un mouvement qui est à la base plutôt, qui vient plutôt d'Asie. D'habitude, c'est plutôt kids friendly. Ah, mais ça, c'est mon combat. Ça, c'est la joie d'avoir. Moi, pour le coup, j'ai un papa qui est anesthésiste réanimateur, mais qui a beaucoup travaillé en obstétrique et donc en maternité en particulier. Et donc, oui, nous, on célèbre les enfants, mais vient s'installer une petite mode qui vient plutôt effectivement des pays anglo-saxons où on a des établissements qui interdisent l'accès aux enfants. Alors, mais objectivement, c'est écrit, c'est marqué. C'est un combat que nous menons. Pour être clair, c'est absolument interdit en France, hein, mais comme je ne suis pas une absolue fan de la judiciarisation de toutes les relations, j'espère et je pense qu'il est nécessaire de bouger au contraire une offre très pro-kids, très pro-famille. Quand tu interdis aux enfants, tu interdis aux parents. Et donc quand tu as une société où tu te sens de moins en moins accueilli, dans un wagon de train, dans un hôtel, sur une terrasse, je ne parle pas du métro, là pour le coup j'abandonne même ce combat-là, mais objectivement, comment on reconstruit une société à hauteur d'enfants? Et là vous avez en réalité des opportunités, des enjeux majeurs. En pensant à la fratrie, en organisant le temps de travail et en créant simplement ce regard bienveillant vis-à-vis des collaborateurs et des soignants. Plus de 250 000 soignants, je crois, la fédération. Oui, c'est ça. Beaucoup de femmes. Oui, 80%. Et donc l'enjeu, quel accueil, quelle qualité, quelle capacité de créer des moyens de garde, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les familles accueillies. Le challenge du Haut-Commissariat, c'est tout ça à la fois, mais c'est d'abord une méthode, et cette méthode, c'est le partenariat. Ça fait appel aussi aux crèches, et c'est vrai que tout à l'heure, il a été évoqué avec le président Marantini, je dirais le bashing des EHPAD de l'époque, hein, c'était il y a 4 ans, mais c'est vrai que ça... Et puis il ne faut plus en parler parce que c'était le siècle dernier pour moi, ce bashing, il y a quand même le bashing des crèches. Là aussi, c'est une difficulté pour nous parce que dès qu'on a une initiative privée, il y a la suspicion de la rentabilité, de la financiarisation, et ça commence un peu à me fatiguer, ça. Ça me fatigue. Bah, faut le dépasser. En réalité, moi aussi, hein, pour le coup, quand j'ai assumé de dire statut ne fait pas vertueux et quand j'ai lancé les campagnes de contrôle, c'était tout statut. Pour une raison toute simple. Oui, on doit la qualité et la protection à nos enfants. Pour une raison toute simple. Quand tu mets un enfant, c'est quand même le truc que tu as de plus précieux. Hein. Tu acceptes de le donner à quelqu'un. J'en ai 5. Ouais, bah, bravo. Moi, j'avoue que j'ai quand même un peu triché parce que c'est une famille recomposée, mais on a le droit à une carte famille nombreuse. On en a 3. Et la dernière, elle a à peine 20 mois, donc on est encore en plein dans l'exercice des crèches. Vous êtes des petits joueurs par rapport à la génération précédente. J'ai 7 frères et sœurs. Oh la classe. Franchement, ça mérite des applaudissements. Oh, c'est ma mère surtout qu'il faut applaudir. Et la même maman, je suppose. La même maman, le même papa. Oui. Donc c'est important. J'avoue, on est en deuxième ligue. Je ferai pas de commentaires parce qu'après, on va dire que je dérape. Reviens sur ton sujet. Oui. Non, mais ça dit quelque chose de notre société. Mais en même temps, essayer de trouver une voiture aujourd'hui pour une famille nombreuse. Ils avaient leur permis de conduite transport en commun. Alors, évoquer peut-être également, c'est vrai que les grands-parents sont peut-être moins disponibles, et là j'ai peut-être un message personnel pour mon fils dont son épouse va bientôt accoucher. Je ne m'occuperai pas de leur fille qui va arriver. C'est pas la peine de penser. Oui, voilà. Donc qu'est-ce que tu vas organiser pour lui au sein de son travail, pour qu'il puisse faire garder son enfant? Déjà, ton congé, tu vas pas le prendre parce que tu dois bosser. Alors, où est le fils de l'ami? On voit une ressemblance. Vous laissez pas faire, monsieur. Sincèrement, vivez cette arrivée
de manière, prenez votre temps, déculpabilisez, profitez-en. Je crois qu'il y a encore des trucs qui nous donnent de l'énergie, c'est encore ces magies-là. Et si on veut que demain, eh bien, on retrouve l'envie d'en faire et de les accueillir, alors oui, je crois qu'il faut le célébrer et oui, il faut trouver des solutions très immédiates de la vie quotidienne, mais il faut aussi, je crois, avoir des grands-parents qui donnent un peu de temps quand même, parce que moi j'ai la même négociation avec ma mère. Je vais y réfléchir. Vous savez que j'ai toujours ça avec sourire et humour. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis au premier degré parce qu'il y a Béatrice qui commence à s'inquiéter, Christine aussi. Et donc voilà, je vous rassure, je suis en pleine forme et très lucide sur l'évolution de mon temps et de mes droits et de mes devoirs. Par contre, parlez-nous de la santé mentale des enfants avec le TikTok et puis tous ces réseaux qui sont pour moi abominables. Moi, pour le coup, je suis aussi une femme de mon temps et je suis assez inquiète sur la question, bien sûr, de la santé mentale des plus jeunes, mais parce qu'elle vient se faire percuter en plus, de manière très brutale, par l'arrivée du numérique. Moi, pour le coup, je suis une geek, j'aime les jeux vidéo, pour le coup, j'en joue, mais je ne suis pas naïve. Je pense qu'on peut le meilleur avec le numérique, on peut le meilleur avec l'IA, on voit se développer énormément de supports et je suis même très, très curieuse de ces innovations et comment on peut en tirer le meilleur pour nos enfants. Mais attention, le numérique et l'IA, c'est pas exclusivement la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est toutes les plateformes où il y a de l'échange et de la messagerie. C'est des jeux vidéo où il y a de l'échange direct. Et là, on voit les conséquences des bulles algorithmiques. On voit la conséquence de l'exposition et de l'addiction, parce qu'aujourd'hui, on peut en parler. Le professeur Benyamina l'a nommé comme tel. On voit arriver dans des services d'addictologie des enfants de 3 ans, oui, dû à des surexpositions. Alors, on me dit surexposition, ça veut dire quoi ? Un enfant de moins de 3 ans, il n'a pas à être devant un écran. On le voit même plus, mais on a plus de 5-6 écrans. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des familles, excuse-moi, je vous coupe ça, quand on voit des familles au restaurant où il y a les enfants et leurs écrans, et aussi les parents aussi, peut-être que je suis aussi le premier à avoir mon écran au restaurant, mais qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit, gentiment à côté, vos enfants... comme à l'époque où les parents fumaient dans les voitures et... Tu vas avoir des problèmes. Moi, je vais être très honnête. Oui. Je sens que tu veux intervenir. Vas-y, parce que c'est un sujet... mais c'est un sujet passionnant. Et je pense aussi que la santé mentale de nos jeunes aujourd'hui est tellement fragilisée globalement que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les gens ne font pas d'enfants. Le monde qu'on leur propose aujourd'hui n'est pas très encourageant. Et ces jeunes qui vont tous mal, ça ne n'encourage pas non plus à faire des enfants. Maintenant, la solution de dire au restaurant, moi, on en voit tous, hein, je pense que justement les gens sont tellement violents et tellement protecteurs vis-à-vis de leurs enfants, ils te diront, tu t'en occupes pas, quoi. Moi, je suis plutôt de la ligne de, je fais pas la morale. Genre, moi, je donne des billes, je donne des pistes, je donne de l'information, mais on trouve des solutions. La réalité, c'est quand tu as un parent qui donne un téléphone, même dans le train parfois à son enfant ou au restaurant, c'est soit parce qu'il a la trouille que son enfant il bouge un peu et que du coup il dérange et que personne n'a d'acceptabilité. Personne en fait ne tolère qu'un enfant juste rigole, sourit ou bouge un petit peu dans la salle. Soit le restaurateur est juste génial et donc par exemple il a été sur notre plateforme le choix des familles et donc il a un petit espace de jeu et en fait l'enfant au lieu d'être devant le smartphone, il va aller chercher un livre, il va aller chercher un jeu. Et donc, il a de l'espace pour lui. Et donc là, le parent, il n'a pas besoin. Soit on peut glisser au restaurateur l'idée d'aménager un espace pour éviter ces scènes-là. Mais très sincèrement, plus d'outils, plus de solutions, moins de morale. Un dernier point, vous avez évoqué la présidence de Jean Leonetti, dans notre fondation des usagers de système de santé. Et je remercie Jean parce que depuis des années, il s'implique et il est fédérateur et moteur au sein de cette fondation. Et on a œuvré pour que des prix soient remis sur les victimes, pour les enfants victimes de violences de tout genre. Là aussi, parlons-en un peu de ces violences sur les enfants. Elles explosent. Les violences, elles sont multiples, hein. C'est les violences sexuelles. Je rappelle juste que 70% des violences, elles sont intrafamiliales. C'est-à-dire qu'à quel point l'endroit le plus précieux, le plus protecteur devient en réalité l'endroit où tu subis, où le silence, le tabou commence à être brisé. Mais là, pour le coup, j'ai besoin de vous tous dans vos expertises et vos expériences. On a besoin de développer des unités d'accueil pour enfants en danger. C'est les UAPED. Aujourd'hui, il n'y en a que quasiment que dans le privé, que dans le public, il n'y en a qu'un seul dans le privé. En réalité, dès le moment qu'il y a une maternité ou qu'il y a un service de pédiatrie, vous pouvez rentrer dans le jeu, vous pouvez rentrer dans le game, parce que ce sont des unités qui évitent de démultiplier le traumatisme et donc d'accueillir la parole de l'enfant une fois. Ça fait du pluridisciplinaire. C'est vrai, ça fait arriver des nouvelles personnes au sein, pour le coup, de la clinique ou de l'hôpital, des gendarmes, en réalité la justice, en fait, qui va venir accompagner cet enfant victime. Mais aussi, et c'est pas à mes yeux anodin, la question secondaire, mais pas des moindres, qui est de dire,
embarquez-vous dans cette lutte contre les violences au quotidien, comme vous le faites avec Jean. Les violences, elles sont par négligence. Je le disais tout à l'heure, malheureusement dramatiques, mais sur les violences sexuelles. Elles sont numériques également. On a vu des drames encore cette semaine. Elles touchent la santé mentale et c'est une des accélérations parce que oui, notre monde est de plus en plus violent et donc encore plus violent pour les plus vulnérables, les enfants. Et pour ça, si on prenait l'habitude, je l'ai proposé pour le coup généraliste, si on prenait simplement l'habitude de demander aux enfants comment ça va dans leur monde virtuel, simplement savoir comment ça va. On leur demande jamais, on leur demande comment ça va à l'école. Mais les enfants, ils viennent avec leurs parents à la consultation, ils n'oseront pas parler. Sauf si on demande à leurs parents parfois de s'éclipser quelques instants. Mais vous avez raison, c'est là où on a des nouvelles habitudes. Et quand un enfant ne dit pas à ses parents qu'il a un compte Snapchat ou qu'il est sur TikTok et qu'il se fait harceler ou qu'il a des problèmes sur ou qu'il a vu, ou il a eu accès à du porno et que du coup ça l'a vraiment violenté, traumatisé pour utiliser les termes, parce que oui, parfois il y a du psychotrauma après avoir été exposé à des images comme celle-là. Alors il parle à qui ? Eh bien pour parler, il faut quelqu'un qui ouvre cette discussion, en tout cas soit bienveillant, et vous êtes les hommes et les femmes qui êtes en capacité de rentrer dans ce continuum. Je pense qu'il faut l'étendre bien sûr aux maternités mais au service d'urgence. Moi j'ai toujours rêvé, et je ne suis pas arrivé, mais j'ai toujours rêvé de le faire, c'est qu'il y ait pour les violences faites sur les femmes et sur les hommes aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont battues, qu'on puisse au sein même des urgences déposer plainte et non pas qu'il y ait, je dirais, ce second transfert vers la gendarmerie ou la police, parce que en général les victimes n'y vont pas. Alors que s'il y avait un service au sein de un guichet, on va dire, et c'est vrai que certains l'ont fait et je les en remercie, mais il faudrait qu'on puisse le développer pour avoir unité de temps, unité de lieu, et que lorsqu'il y a le drame qui se passe et qu'on est vraiment en souffrance, voilà, qu'on puisse déposer plainte. Après, il y a un autre souci, c'est qu'il y a des millions de plaintes, c'était encore dans la presse aujourd'hui, qui ne sont pas traitées aujourd'hui en France. Des millions de plaintes. Donc ça pose un problème. Je sais que ce sujet t'intéresse, une question, parce qu'on a la chance d'avoir Sarah et c'est pas tous les jours. Oui, non, j'étais en train de t'entendre et je me disais que bien sûr le médecin, l'hôpital, l'urgence, c'était un endroit formidable. Du coup, j'allais plus loin en me disant, c'est quand même encore une charge qui va peser sur les médecins, de cette écoute, cette attention, et que les médecins, on leur demande déjà beaucoup de choses, donc ça me paraît pas évident. Et j'étais en train de penser à ce qu'on avait mis en place pendant le Covid, où une femme qui était battue pouvait à la pharmacie, elle avait un moyen de signifier, c'était un geste, ou je ne sais plus exactement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager d'apprendre aux enfants à l'école, un mot, un geste, une image, je ne sais pas, où ils auraient accès, que ce soit aux urgences ou ailleurs, pour signifier qu'ils vont mal ou qu'ils ont un problème? Il y a un numéro qui accueille 24 heures sur 24. Un numéro, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de téléphone fixe dans les maisons, et j'espère que d'autres parents sont aussi durs et réacs que moi et qu'on ne donne pas de portable à son enfant avant 15 ans. Tenez bon. Juste je sais, je suis très très réac là-dessus. Non, vous êtes très protectrice en réalité. Je vais vous dire, jusqu'à 18 ans, ils n'avaient pas le droit de l'utiliser plus d'1 heure par jour quand on était en vacances ensemble. Je n'offre pas des vacances où on visite un pays pour que les enfants soient sur leur portable. Vous avez résisté, ça force l'admiration. Mais vous savez, moi j'ai trouvé plein de jeunes qui m'ont appris comment pirater le contrôle parental que leurs parents leur avaient mis eux-mêmes. Oui, mais en tout cas, pour un signal d'alerte, c'est difficile. Mais pour un signal d'alerte, très sincèrement, le 119, c'est le numéro qui est accessible 24 sur 24 et qui sait accueillir la parole des enfants. Par contre, on ne le connaît pas bien. Oui, j'allais vous dire, si je vais dans la rue là et que je demande aux enfants qui connaît le numéro d'alerte. Pas suffisamment à mon goût. Donc peut-être, même les adultes, peut-être la mine, pour le coup, c'est peut-être une action à faire ensemble. Il est gratuit, il est accessible, et surtout, on peut appeler pour l'enfant. Et la particularité de ce numéro, c'est que bien sûr, il va appeler d'abord les forces il va appeler la police, les pompiers s'il y a des urgences, mais surtout, il va enclencher ce qu'on appelle des IP, donc c'est des informations préoccupantes qui vont ouvrir des enquêtes. Et donc, c'est des gens qui sont formés et des professionnels des violences faites sur les enfants, quelle que soit la violence. Peut-être faire une action ensemble en attendant d'ouvrir des EAPED, ces fameux lieux d'accueil de la parole et de l'accompagnement des enfants victimes. La balle est prise au bon. Sarah, merci pour votre engagement, votre vivacité et votre entrain et votre sourire. Ça fait plaisir d'avoir merci beaucoup. Un haut commissaire qui soit aussi engagé que vous. Merci beaucoup.